Allez, c'est reparti. Conf numéro 3, dossier 4, cette fois-ci, il me semble. Toujours chez Raphaël. Ah, monsieur Debat, un vieil ami portugais du service, supporter de Lisbonne, très sévère, un BPCO très sévère. Et il est à nouveau aux urgences pour une détresse respiratoire. Quand c'est pas le SAMU qui le pêche, asphyxie chez lui. Il a déjà été intubé à 2 reprises, une fois en Brasparet et une fois chez nous pour sa BPCO. Et il présente comme un antécédent un éthylisme certain, pas important mais certain, qui fait qu'il avait été récusé au début des années 2000 pour un projet de transplantation pulmonaire alors qu'il avait 55 ans. La thérapeutique à domicile est maximale, je vous en dis pas plus parce que je pense qu'on en discutera. Il est moins bien depuis 2 jours, comme d'habitude. Quand il arrive aux urgences, il a 36 de fréquence respiratoire, des signes de détresse avec une mise en jeu des muscles accessoires. C'est un patient qui a un signe de Hoover caractéristique, mais j'ai pas réussi à vous glisser sa vidéo. Il y a un bronchospasme diffus à l'auscultation, une diminution des murmures vésiculaires tout à fait homogène chez un patient un petit peu distendu. Et il n'y a pas de modification des crachats, pas de fièvre quand vous l'examinez aux urgences. Alors, vous avez cette radio de thorax qui est typiquement, alors je prends du recul parce qu'à chaque fois que je vous en interprète une comme ça sans lire la réponse, j'oublie de vous dire un truc, qui est typiquement une radio de BPCO dégueulassissime. Vous avez quand même de frappant une petite horizontalisation des côtes avec probablement un petit peu de distension si on se mettait à compter les espaces antérieurs, mais là c'est difficile. Je pense que vous en auriez un là, 2 là, 3 là, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être même un neuvième, donc il y a une vraie distension. Il y a probablement des troubles de ventilation. Là, une grosse poche à air gastrique, pas vraiment de foyer. On pourrait se poser la question ici, mais c'est difficile. A priori, il n'y a pas de crépitant. Il y a peut-être un peu plus de clarté aux apex. Donc je dirais globalement que c'est un patient distendu, avec là aussi peut-être un petit coup de hache externe sur la radio de thorax. Bref, radio de BPCO assez usuelle, de la distension, du syndrome bronchique, pas d'anomalie parenchymateuse et pleurale. Il n'y avait pas de question là-dessus. Quelles sont les causes les plus fréquentes de décompensation de BPCO? Quelle question scolaire? Mais quelle question un peu scolaire, mais quelle question importante? Le but, c'est pas pour vous que vous récitiez ça, je m'en fous quelque part. Le but, c'est de vous dire, il n'y a pas de décompensation d'IRA de l'IRCO sans cause. Attention, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de sans cause. Rechercher. Et vous voyez bien que si cette question, elle tombe si souvent dans les dossiers de façon un peu scolaire comme ça, c'est parce qu'en fait, il faut avoir le réflexe de chercher la cause. Et donc là, c'est sûr qu'il vaut mieux connaître la liste. Mais la liste, on en saisit toute l'importance quand on comprend que pour que le patient aille mieux et sorte de sa détresse respiratoire, il va falloir traiter le facteur déclenchant. Donc les grandes causes, c'est la reprise du tabagisme, toute forme d'infection respiratoire et extra-respiratoire. Et pour les infections respiratoires, vous me faites du diagnostic. Il y a soit une bronchite, soit une pneumonie aiguë communautaire. Mais il y a l'un ou l'autre. Il n'y a pas une bronchopneumopathie, non. Il y a une bronchite ou une pneumonie aiguë communautaire. L'embolie pulmonaire, dont la fréquence dans cette population est extrêmement discutée et a fait l'objet de plusieurs publications. Le traumatisme thoracique, là encore, une BPCO qui se fracture de côte, ce n'est pas une contre-indication à recevoir une PCA de morphine. Hein. Si la douleur limite l'atout, il ne faut pas hésiter à calmer les douleurs. Je trouve que c'est un petit peu difficile pour un étudiant qui n'a pas l'habitude de dire je mets une PCA de morphine et une BPCO qui est décompensée. Le pneumothorax, assez fréquent s'il y a des lésions d'emphysème, les erreurs thérapeutiques, donc ça c'est vraiment un grand standard, les débits d'oxygène qui sont modifiés, les bêta-bloqueurs qui sont prescrits, les morphinomimétiques, les hypnotiques, les antitoussifs, les N-acétylcystéine, tout ce qui va majorer le travail et diminuer l'efficacité de l'atout. Et puis évidemment, c'est sûr que quand on a une BPCO post-tabagique, c'est probablement plus délicat d'avoir une décompensation de tare avec une acidocétose diabétique par exemple, plutôt que quand on est vaillant sur le plan respiratoire comme vous et moi. Quels signes d'hypercapnie recherchez-vous?
Donc c'est une question que moi j'aime bien parce que ça fait partie de mon examen clinique quand on va voir les patients. Ça fait partie de nos préoccupations. Donc là encore, c'est un peu scolaire, mais c'est des confs de D3. C'est pour vous dire, voilà, quand vous allez examiner ces patients, clairement, votre examen clinique, il va avoir 3 orientations, chercher des signes de détresse respiratoire et éventuellement de détresse respiratoire imminente justifiant une mise sous ventilation mécanique, mais au moins de dire merde, le patient est en train de mourir. Deuxième chose, il faut rechercher ce facteur déclenchant. Est-ce qu'il y a une infection, de la fièvre, d'infection urinaire, de la douleur abdominale, de la toux, des crachats modifiés. Et puis, essayer d'évaluer l'hypercapnie de ce patient. Alors ça peut un petit peu s'intégrer là-dedans, hein, je vous l'accorde, mais il faut évaluer la capnie du patient. Et moi, je sais que mon pouce qui là me permet de changer la diapositive, et je recherche des signes végétatifs, sueur, hypertension artérielle. Hein. C'est ce que je cherche avec mon pouce. C'est souvent des patients qui arrivent avec 160, 170 de systolique, une diastolique à peu près regardable, et puis des signes neurologiques qui vont du mot de tête à l'agitation, au flapping tremor. Hein, évidemment, quelqu'un qui flappe, c'est quelqu'un quand vous leur dites de fermer les yeux, d'écarter les doigts, qui sont comme ça, et puis d'un coup, vous avez des symptômes qui apparaissent, petits mouvements automatiques qui apparaissent. La confusion, et puis après la somnolence et le coma, ça vous avez tous vu, ces patients qui sont réveillables ou qui ne le sont pas quand ils sont hypercapniques, du moins j'espère que vous l'avez vu. Alors, il doit y avoir une question 3 dans ce dossier. Vous réalisez des gaz du sang sous 3 litres d'oxygène aux urgences. pH 7,21, donc il y a, je vous l'interprète en direct, hein, j'espère que vous avez préparé le dossier. Donc il y a une acidose, hein. Décompensée ou non compensée. Une acidose, il n'y a pas d'hypoxie, il y a même peut-être un peu trop d'oxygène. Une PO2, il y a une hypercapnie. Et il y a une élévation des bicarbonates. Donc ça veut dire que finalement notre pH diminue alors qu'on a une constante plus un logarithme d'un rapport. Et dans ce rapport, la PCO2 a augmenté, mais les bicars aussi. Donc ça veut dire deux choses, que les deux ont augmenté de façon chronique, et qu'en aigu, s'il faut faire baisser notre pH, il faut faire baisser notre rapport, la PCO2 a augmenté de façon plus importante. Donc là, vous avez une acidose respiratoire chronique, et donc comme elle est chronique, il faut dire qu'elle est décompensée parce que le patient est à la phase aiguë. Quelle est la première décision qu'on doit prendre quand on voit ces gaz du sang? Je pense que c'est une excellente question. Je n'y avais jamais pensé jusqu'à aujourd'hui. C'est un primum de mes conférences, après 10 ans de conférences quasiment. C'est de dire, je suis interne aux urgences, ce patient arrive amené par le SAMU, les pompiers, ou moi-même je lui ai mis de l'oxygène, je ne suis pas du tout dans les objectifs que je me fixe. Pas du tout. Une BPCO décompensée, c'est une BPCO, certes, qui est plus hypoxique que d'habitude, mais qu'il faut ramener à une hypoxémie acceptable, une hypoxémie chronique acceptable. Et l'hypoxémie chronique acceptable dans cette maladie, c'est celle qui va justifier l'oxygénothérapie au long cours. 55 ou 60, avec une complication. On le reverra plus tard, je pense. Mais donc 120, c'est beaucoup trop. C'est trop et c'est toxique. Donc je pense que la première mesure, je suis sûr quand même, j'ai fait le corriger, la première mesure qui s'impose, c'est de baisser l'oxygène. Je vous ai mis généreuse et toxique, parce que difficile de trouver un mot pour dire qu'elle est trop importante. Mais on délivre un débit d'oxygène toxique. On est dans le facteur entretenant ou aggravant le patient. C'est tout con. Et ça existe, des gaz comme ça aux urgences. Voilà une question bête où je pense que les étudiants auraient du mal à dire « je baisse l'oxygène ». J'en suis certain. Ça, je vous l'avais interprété, acidose respiratoire décompensée chronique. Qu'est-ce qu'on a en question 4? Comment il va notre JDB? Quelle est votre prise en charge thérapeutique? Bon, ça, c'est une question, c'est comme au Tour de France, hein. Il y a les étapes de plaine et il y a la montagne. Donc le concours, ça se gagne en montagne et ça se perd en plaine. Bon, dans les questions Gruppetto, hein, c'est comme la quadrithérapie tuberculeuse, c'est comme, je sais pas moi, le traitement de l'état de mal épileptique. Il y a des trucs, vraiment, c'est hyper cadré, il n'y a rien à réfléchir, il n'y a pas de conscience.
voilà, le traitement de la décompensation de BPCO, c'est groupe et taux, vous me connaissez ça par cœur. Donc là, je vous l'ai fait un peu scolaire pour vous habituer à la rédaction, qu'il faut hospitaliser le patient dans un secteur de soins continus ou de réanimation lourde pour pouvoir bénéficier d'une surveillance scopée, ce qui veut dire exactement la même chose. Et puis, voilà, c'est un quartet. C'est un quartet plus la cause. Et donc, ici, sur l'histoire que vous avez, et si on n'a rien trouvé d'autre, il n'y a pas de cause retrouvée. Il est apéritique, il n'a pas modifié les crachats, il n'y a même pas une bronchite, il est décompensé, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est une décompensation sans cause. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas tout screené, mais il n'y a pas de cause. Et s'il n'y a pas de cause, il n'y a rien à traiter. Deuxièmement, les 4 choses fondamentales qui feront 25% des points. Donc l'oxygène à faible débit, voilà façon scolaire de le dire, voilà façon plus intelligente de vous faire interpréter le gaz du sang comme à la question d'avant. Les bronchodilatateurs en nébulisation, ça fera des points, c'est sûr. De bêta-2 et d'atropinique, ça c'est OK. La ventilation non invasive, s'il n'y a qu'une seule question pour parler de la décompensation de BPCO à la phase aiguë en termes de thérapeutique, il faut glisser ce mot-là. D'accord ? Et la kinésithérapie respiratoire, c'est fondamental. Et ça, c'est celui qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est celui que tout le monde va oublier, mais pas vous, parce que je vous l'ai dit. Et ça fera la différence. Ça, c'est la petite bosse de la question peloton. C'est le sprint pour aller chercher les points du maillot à pois. Voilà, c'est là qu'il faut sortir du groupe et dire « Moi, j'ai bien compris qu'un patient qui avait une décompensation de BPCO, c'est quelqu'un qui, de base, respire sur un tuyau plus petit et qui, en plus, ce tuyau, il est tout plein. Et que la pompe musculaire, autrement dit le diaphragme, qui va me vidanger tout ça, ça ne marche pas bien. Et donc, le moyen de limiter le travail, c'est de dilater avec mes bronchodilatateurs pour diminuer les résistances et de purger ce pu de merde ou ces sécrétions purulentes ou plus ou moins purulentes pour diminuer aussi les résistances. Moins il y a de résistance, plus le diaphragme travaille facilement. Voilà l'idée. Et puis quand tout ça ne suffit pas, je fais de la ventilation mécanique parce que la ventilation mécanique, ça va prendre le relais du diaphragme. Quand on comprend, ça se passe mieux. Vous ne m'oubliez pas la kiné, s'il vous plaît, vous ne m'oubliez pas la kiné. Question à poids, comme dans le Tour de France. Voilà ce qu'est une ventilation non invasive. Donc c'est l'histoire d'un respirateur et l'histoire d'un patient qui là n'a pas l'air d'être très à phase aiguë, ou alors vraiment il est bien étendu du cul, puis dans une clinique super privée où les infirmières sont moches et chiadées. Et vous voyez bien que l'interface entre le patient qui est là et la bécane qui est là, c'est un masque. Et c'est pour ça que ce n'est pas invasif. Parce que le même patient allongé avec une intubation orotrachéale, c'est de la ventilation mécanique invasive. Alors que là, on a de la ventilation mécanique non invasive. Et la ventilation mécanique, ça veut dire qu'il remplace le diaphragme. Vieille photo, mais belle photo. Que pensez-vous de la prescription d'une antibiothérapie ici ? Là encore, c'est pour insister avec une certaine cohérence sur quel est le facteur déclenchant. Là, on a dit qu'il n'y en avait pas. Pas de facteur déclenchant. Il n'y a pas de facteur déclenchant. Il y a une radio qu'on a vue tout à l'heure où il n'y a pas de foyer. Il n'y a pas de fièvre. Il n'y a pas de modification des crachats. Donc il n'y a pas de raison d'évoquer une infection respiratoire. Il n'y a pas d'infection extra-respiratoire. Et dans le texte, vous n'avez pas d'argument pour évoquer une embolie, etc., etc., etc. Donc, pas de facteur déclenchant, pas d'antibiothérapie. Là encore, j'ai toujours posé la question à l'inverse dans mes confs. En disant, oui, le crachat crache du pu. Sur quels arguments vous avez le droit, selon les recommandations, de prescrire des antibiotiques ? Je crois que ce serait plus couillu et plus intéressant de vous dire, un patient comme ça, finalement, qui vient décompenser sans cause, est-ce que vous mettez des antibiotiques ? Et si vous appliquez la conférence de consensus, il n'y a pas de modification des crachats, pas de fièvre, pas de foyer, pas d'indication d'antibiotiques. Et c'est une recommandation dont l'actualisation, excusez-moi, je me suis trompé de frappe, a été récente en 2009. Elle est réactualisée à peu près tous les 3 ans. Et donc voilà, donc le petit clin d'œil pour moi-même, c'est celui-là, puisque je vous parle de quelque chose qui est extrait directement de mon bouquin. Ça fait rire tout le monde dans le studio, mais voilà. Et donc, une BPCO
exacerbé, purulence des crachats, non. Surveillance, pas d'antibiotiques. On est là. Et ça, j'ai rien inventé, c'est la conférence de consensus. Donc, pourquoi on prendrait toujours le chemin de vous emmener là-dessus? Parce que là, tout le monde est sûr à 100% de ce qu'il faut faire. S'il n'y a vraiment aucun argument, 100% des gens ne mettront pas des corticoïdes. Alors que là, sur ces critères-là, je vais vous assurer que ça va être du 50-50 et coup de fil à un copain. Prenez des réanimateurs médicaux, pneumologues comme moi, patients n'ont pas d'antibiotiques. Prenez des réanimateurs polyvalents anesthésistes, les patients ont des antibiotiques, le même patient. Et il ne meurt pas plus chez moi. Donc c'est que c'est pas franchement fondamental. N'oubliez pas le KB, c'est fondamental. Ça aussi. Ah, c'est bon de se faire un auto-kiff. Jugez-vous utile une prescription de corticoïdes systémique ici avec un S, parce que je suis quand même pas si dyslexique que ça. La réponse, elle est claire, elle est nette. Non. La corticothérapie systémique, mon jeu de mots a foiré, n'est pas systématique dans les décompensations de BPCO. Ce n'est pas un asthme aigu grave. Ce n'est pas un asthme aigu grave. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas vu faire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait par excès, ça ne veut pas dire que ça ne m'arrive pas d'en faire, mais ce n'est pas le principe de traitement de la décompensation de BPCO. La décompensation de BPCO, c'est un petit tuyau avec un muscle tout fatigué pour faire sortir de l'air. Et vous allez me dilater tout ça et me le drainer avec des kinés avant de mettre des corticoïdes aux patients. C'est 1/10 des patients chez nous qui ont des corticoïdes. Le message est clair. Comment pouvez-vous évaluer la dyspnée et son retentissement sur la vie de Monsieur D une fois la phase aiguë passée? Alors, j'avoue que j'étais assez content de mon coup, parce que je fais mon truc, et puis après j'ai d'autres idées, puis je foirefouille à droite à gauche. Et je suis assez content parce que je crois que l'énoncé colle bien avec une réalité. Un patient sévère, qu'on a déjà traité, et on ne vous a pas dit comment, mais dont on sait qu'il est déjà traité au maximum, et qui fait une petite décompensation aiguë, et puis après on se dit, et maintenant? Ce patient qui est handicapé, qu'est-ce qu'on en fait? On évalue sa dyspnée. Et pour évaluer la dyspnée, vous avez plusieurs méthodes. Pour évaluer le retentissement de la maladie, il y a 2 grands axes. Il y a la dyspnée et la qualité de vie. Donc la qualité de vie, il y a le questionnaire de Saint-Georges. C'est un questionnaire spécialisé en pneumologie. Et l'index de Karnofsky. C'est tout bête, l'indice OMS. Tu restes au lit, tu ne restes pas, plus de 50%, moins de 50%, tout le monde connaît ça. Et sur le plan de la dyspnée, vous avez l'évaluation du périmètre du marche, du nombre d'étages montés, de la restriction des activités physiques, de la sortie quotidienne, la difficulté à se laver, l'impossibilité à pratiquer le sport usuel pour les sujets jeunes, la baisse d'activité sexuelle pour les plus vieux. Voilà. Vous avez des choses qui sont plus standardisées comme les classifications. Donc, la New York Heart Association, c'est des cardiologues. Le MMRC, c'est des pneumologues. En vieillissant, moi, je fais du MMRC. Mais bon, tout le monde fait un peu de tout. Borg et Sadoul, c'est des cousines, c'est des échelles. Tout ça, en gros, c'est des scores ou des échelles qui permettent de regrouper les patients dans des catégories en fonction de leur gène respiratoire. L'échelle visuelle analogique a un intérêt, c'est qu'elle est interreproductible, elle est reproductible selon les gens qui la font normalement. Le test de marche des 6 minutes, il a l'avantage aussi d'être reproductible et comparable sur un effort similaire. Ça, c'est très intéressant. Et puis après, pour les dyspnées plus compliquées, on peut faire de la bicyclette ergonomique qui intègre dans l'épreuve d'effort la recherche d'une cause et du mécanisme. Vous êtes au maximum des thérapeutiques usuelles de la BPCO post-tabagique. Que pouvez-vous proposer à Monsieur Debat? C'est pas compliqué. À la phase chronique, dans la BPCO, il va y avoir la première série de mesures. Et puis après, il va y avoir 2 types de patients. Ceux qui vont aller mieux, une majorité quand même, et ceux qui vont stagnouiller ou qui vont aller un peu moins bien, puis un peu mieux, puis un peu moins bien, puis un peu mieux. Et ces patients-là, quand on va vous en parler dans ces termes-là, ce qu'on attend de vous après, c'est de dire qu'il faut les réhabiliter. Là encore, il n'y a pas d'IRCO, il n'y a pas de BPCO, ce qui veut dire plus ou moins la même chose, sans réhabilitation.
Il n'y a pas de « je ferme les yeux », la réhabilitation, c'est du blabla à la con, leur connerie se la foutent au cul, c'est une erreur parce que c'est des points et vous ne me laissez pas ces points en route quand vous faites votre BPCO. Alors, le corriger. Donc là, petit clin d'œil, parce qu'il y a deux yeux, donc j'aime bien faire un clin d'œil d'abord du droit puis du gauche. N'oubliez pas que le KB, c'est un bon bouquin. Donc, la réhabilitation. Et tout ça en est extrait. Ça s'adresse à chaque patient présentant un handicap secondaire à la BPCO. Dans certains textes, ils disent que c'est dès le stade 2 de Gold. En théorie, on aurait envie d'en faire à tout le monde. Le bénéfice attendu, c'est limiter le désavantage psychosocial des patients atteints de BPCO, limiter le handicap, limiter le sentiment de dyspnée, limiter les hospitalisations. Bref, il y a améliorer la vie sociale et physique du patient, limiter les coûts de santé. Je veux moins les voir à l'hôpital. Hein. Et puis voilà, finalement, c'est quoi? Eh ben, c'est un programme personnalisé, ça, il y aura des points. 2 soins multidisciplinaires, et qui est basé quand même sur les capacités à l'effort du patient. On ne va pas demander à un patient qui ne peut pas marcher 20 mètres d'aller faire un 100 mètres. On va partir de ce qu'il sait faire pour lui faire du réentraînement à l'exercice, de la kiné respiratoire, de l'éducation thérapeutique, du sevrage tabagique, de la prise en charge psychologique, du soutien nutritionnel, de la prise en charge sociale. Finalement, pour vous, vous vous dites « Oh, douce mélodie, oh là là, ils m'ont encore mis de la merde. » Eh ben non, s'il vous plaît, vous m'apprenez cette mélodie par cœur, vous faites votre petit packaging et vous avancez là-dessus, prêt, comme un petit soldat, à vomir ces datas sur la réhabilitation respiratoire. On reviendra sur la diapositive après. Parce qu'il y a une conférence de 2005 sur la réhabilitation et le handicap, parce qu'il y a une conférence de l'ATS, ça c'est français, ça c'est nord-américain, de 2006, sur le gold standard de la prise en charge de la BPCO, dans laquelle clairement on définit déficience, handicap, qui sont des mots très modernes, qui sont tombés à l'ENC en 2005. Et donc vous m'apprenez 15, 20 mots-clés qui sont les vôtres, tout prêt, tout packagé, ficelé dans son petit colis réhabilitation avec son petit paquet cadeau. Et quand vous arrivez au concours, eh ben vous crachez votre truc réhabilitation et vous mettez vos 15 points et vous niquez tout le monde. On va revenir sur la diapositive d'avant pour vous montrer à qui s'adresse la réhabilitation respiratoire. La réhabilitation respiratoire est recommandée. Il est recommandé de la proposer aux patients atteints de BPCO présentant une incapacité respiratoire et un handicap respiratoire. Donc il y a les mots incapacité, handicap, c'est des mots-clés qu'il faut savoir définir. La réhabilitation respiratoire est possible chez les patients en état stable ou au décours d'une exacerbation. Le voilà notre dossier. Vous voyez que j'ai rien inventé. Le voilà notre dossier. C'est la vraie vie, c'est les recommandations pour la pratique clinique. La motivation est un préalable nécessaire. Et donc, dans les contre-indications, il y a le manque de motivation. Moi, j'ai vu une patiente récemment sortir de chez elle, elle s'en fout. Ce qu'elle veut, c'est bouffer des bonbons et aller sur le balcon. Et ben, pas de réhabilitation. Pas de réhabilitation. Et donc, finalement, c'est quoi les contre-indications à réhabiliter quelqu'un? Eh ben, je vous le résume. C'est l'IRA de l'IRCO. Vous pourrez lire ce texte. Je vous mettrai un petit coup d'éponge après. Il y a les contre-indications cardiovasculaires. Bien sûr, il ne faut pas les faire courir, marcher ou pédaler un mec qui a un angor instable. Puis il y a les contre-indications neurologiques. Et j'ai toujours dit que, par exemple, les grands handicapés moteurs sur des Parkinson ou des choses comme ça ne sont pas des bons candidats à faire de la réhabilitation respiratoire parce qu'ils vont avoir du mal à progresser compte tenu de leurs limitations physiques et neuromusculaires à l'exercice. Donc voilà, donc là vous avez un point qui insiste sur la réhabilitation, sur quand est-ce que ça peut tomber. Ça peut tomber sur un patient stable que vous voyez en consultation, c'est ce qui a marqué ici, et qui se plaint encore d'un essoufflement alors que vous avez pris en charge la maladie. Ou alors, c'est l'histoire d'un patient qui vient, qui est exacerbé, qui exacerbe fréquemment, qui ne va pas bien, qui dit qu'il n'arrive pas à rester à la maison, comme notre dossier, et lui, boum, il faut le réhabiliter. Contre-indication,
cardiovasculaire à l'exercice, état inspiratoire, infection interférant avec le processus de réhabilitation, maladie neuromusculaire, etc., etc. Les connards qui ne sont pas motivés, il ne faut pas les réhabiliter, c'est du perte de temps pour la société. Conclusion de ce dernier dossier, on a parlé de la BPCO à la phase aiguë, donc il faut chercher des critères de gravité, notamment des signes d'hypercapnie, éventuellement des signes de gravité immédiate, genre arrêt respiratoire, mais là on n'est plus dans des dossiers de réanimation. Déterminer le facteur déclenchant, c'est fondamental, il faut tous les screener, c'était des questions de notre dossier. Le traitement symptomatique O2, bêta 2, KR, VNI, on est bien d'accord que c'est la base du traitement à la phase aiguë. Pas de corticothérapie systématique. Ah, j'avais quand même mon petit jeu de mots. Pas de corticothérapie systémique systématique. Pas d'antibiothérapie systématique. Tout doit être justifié par le screening de la cause pour les antibiotiques. Si la cause est un pneumothorax, on draine un pneumothorax. Il faut bien évidemment savoir interpréter des gaz du sang et éventuellement faire le lien entre des gaz du sang et un des objectifs thérapeutiques, qui est d'augmenter le rendement, appelons ça le rendement ventilatoire, en augmentant la pression alvéolaire en oxygène, mais pas trop non plus, parce que trop d'oxygène est toxique. Et donc sur un gaz où un patient aurait 120 de PO2, comme dans notre dossier, il faut savoir dire stop. Donc les items traités, BPCO, insuffisance respiratoire chronique, et on aurait aussi pu mettre l'item détresse respiratoire, dyspnée aiguë, mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance.